Elle a tout ce dont une femme peut rêver, le pouvoir, l'influence, l'amour du roi le plus puissant d'Europe. Mais chaque nuit, elle s'endort terrorisée. Et chaque matin, elle se réveille avec la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il va me détruire ? Versailles, fin du XVIIe siècle. Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, partage le lit du roi Soleil. Elle influence ses décisions politiques. Elle règne sur la cour depuis l'ombre. Pourtant, elle vit dans une peur permanente, parce que Louis XIV ne lui a jamais donné de titre, jamais donné de sécurité. Il l'a épousée en secret et lui a interdit de le révéler. Pour toujours, elle contrôle un empire, mais ne s'appartient pas. Elle conseille le roi, mais ne peut pas le quitter. Elle vit dans le plus grand palais du monde, et c'est devenu sa prison. Ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Versailles. Parce que derrière le faste et la gloire se cache l'histoire d'une femme captive, de l'homme qu'elle a épousé. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette histoire ? De France, du Québec, de Belgique ou d'ailleurs. Et si ce genre de récit vous passionne, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle les vérités cachées de notre histoire, celles qu'on ne vous a jamais racontées à l'école. Maintenant, entrons dans cette histoire extraordinaire. Octobre 1683. Dans une petite chapelle privée de Versailles, à la lueur tremblante de quelques bougies, un prêtre murmure les paroles sacrées du mariage. Il n'y a presque personne, pas de témoins officiels, pas de courtisans, pas de famille, juste le silence pesant d'un secret qui ne doit jamais être révélé. Louis XIV, 45 ans, roi de France depuis plus de 40 années, le monarque le plus puissant d'Europe, épouse Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, devenue marquise de Maintenon. C'est un mariage devant Dieu, un engagement sacré, mais personne ne doit le savoir, jamais, parce que Françoise n'est pas née dans la noblesse, elle n'est pas une princesse étrangère, elle n'a pas le sang royal, elle est née en 1635 dans une prison de Niort, où son père purgeait une peine pour trahison. Orpheline très jeune, convertie du protestantisme au catholicisme, elle a épousé un poète paralytique et sans le sou, Paul Scarron. À sa mort, elle s'est retrouvée veuve, pauvre, obligée de survivre par son intelligence et sa discrétion. Mais Françoise est brillante. Elle sait écouter, elle sait se taire au bon moment, elle sait observer. Et c'est comme ça qu'elle a gravi tous les échelons de Versailles. D'abord gouvernante des enfants illégitimes du roi et de Madame de Montespan, puis confidente, puis favorite, et maintenant épouse secrète. À 48 ans, elle devient reine de France, sauf qu'elle ne portera jamais ce titre, jamais. Louis XIV lui interdit formellement de révéler leur mariage. Elle doit rester Madame de Maintenon, la gouvernante, la confidente pieuse, l'ombre respectée mais jamais reconnue. Elle a tout et elle n'a rien. Quelques mois après le mariage, Françoise écrit une lettre troublante à l'abbesse de Saint-Cyr, une lettre qu'elle cache soigneusement dans ses affaires privées, une lettre découverte seulement des décennies plus tard dans les archives. Elle écrit « Je vis dans une contrainte perpétuelle. Tout ce que je dis, tout ce que je fais est observé, pesé, jugé. Je ne m'appartiens plus. » Ces mots glacent le sang, parce qu'ils révèlent une vérité enfouie. Ce mariage n'est pas une consécration. Ce n'est pas un triomphe. C'est une cage dorée, une prison sans barreaux, un piège que Françoise ne peut plus quitter. À partir de 1684, Louis XIV impose à Madame de Maintenon un emploi du temps rigide, militaire, implacable. Chaque jour est réglé comme une horloge. 7 heures. Elle doit être levée, habillée, priée. 8 heures. Elle rejoint les appartements du roi. 9 heures à midi. Elle assiste aux audiences, écoute les ministres, observe les courtisans, conseille le roi en silence. Mais elle ne parle jamais en public, jamais. Midi à 14 heures, elle déjeune seule, dans sa chambre, loin de la cour,
loin des regards. 14h à 18h. Elle retourne auprès du roi, lit sa correspondance, répond aux sollicitations, gère les demandes des nobles. 18h à 23h. Elle reste avec Louis, parfois en conversation, parfois en silence, toujours disponible, jamais libre de partir. Le duc de Saint-Simon, dans ses mémoires écrits en 1723, décrit cette situation avec une lucidité cruelle. Il écrit « Madame de Maintenon est devenue l'esclave la plus contrainte du royaume. Le roi ne la quitte jamais, mais ne lui donne aucune liberté. Elle vit dans une prison volontaire, dorée certes, mais une prison tout de même. Une prison volontaire. » Ces mots résument tout. Françoise a accepté ce mariage. Elle a dit oui devant Dieu. Mais elle n'a jamais vraiment eu le choix. Refuser Louis XIV, c'était risquer la disgrâce totale. Accepter, c'était devenir prisonnière à vie. Et très vite, Françoise comprend quelque chose de terrifiant. Elle n'a pas peur de la colère du roi. Elle a peur de son silence. En 1690, elle confie à l'abbesse de Saint-Cyr, Madame de Brinon, « J'ai peur de lui, pas de sa colère, de son silence. Quand il ne me parle plus pendant des heures, je ne sais plus si je suis encore dans ses grâces ou si ma disgrâce approche. » Cette phrase change tout. Elle révèle que Louis XIV ne contrôle pas Françoise par la violence. Il la contrôle par l'indifférence calculée, par le silence pesant, par la menace implicite. C'est une forme de domination psychologique beaucoup plus efficace que la brutalité. Parce que dans le silence du roi, tout devient possible. La disgrâce, l'exil, l'oubli. Et Françoise connaît les exemples. Elle a vu ce qui est arrivé aux autres. Louise de la Vallière, première favorite officielle de Louis XIV, a été écartée progressivement, humiliée, puis forcée de se retirer au Carmel, où elle a fini sa vie dans l'ombre et la prière. Madame de Montespan, la favorite flamboyante, celle que Françoise a remplacée, a été mise à l'écart publiquement, ridiculisée, obligée de quitter Versailles, et la duchesse de Fontanges, jeune et belle, est morte mystérieusement à 20 ans, quelques mois seulement après avoir perdu les faveurs du roi. Françoise sait qu'elle n'est pas différente. Un faux pas, un mot malheureux, une maladresse, et elle pourrait tout perdre, même mariée devant Dieu, même après des années de loyauté, parce qu'à Versailles, personne n'est à l'abri, pas même l'épouse secrète du roi Soleil. Ainsi commence l'histoire méconnue de Madame de Maintenon, non pas celle d'une favorite triomphante qui règne sur Versailles avec assurance, mais celle d'une femme qui a passé 32 ans dans la peur quotidienne de l'homme le plus puissant d'Europe, un homme qu'elle a épousé devant Dieu, mais qui ne lui a jamais donné la sécurité d'une reine. Voici le paradoxe insoutenable de la vie de Madame de Maintenon. Elle possède une influence considérable sur Louis XIV. Elle participe aux décisions politiques les plus importantes du royaume. En 1685, elle soutient la révocation de l'édit de Nantes, cette décision qui chasse les protestants de France et bouleverse l'équilibre religieux du pays. Elle conseille le roi pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Elle influence le choix des ministres, des évêques, des généraux. Les ambassadeurs étrangers savent qu'il faut passer par elle pour atteindre le roi. Pourtant, officiellement, elle n'existe pas. Elle n'a aucun statut, aucun titre reconnu. À la cour, lors des grandes cérémonies publiques, elle doit rester invisible. Les ambassadeurs ne savent pas comment s'adresser à elle. Est-elle une favorite, une gouvernante, une confidente, une épouse? Personne ne le sait vraiment. Les courtisans murmurent, spéculent, complotent dans son dos. La princesse palatine, belle-sœur du roi, déteste Madame de Maintenon. Dans ses lettres écrites en 1693, elle ne cache pas son mépris. Cette vieille guenon gouverne tout, mais ne peut rien revendiquer. Elle est partout et nulle part. Le roi l'écoute plus que ses ministres, mais ne la nomme jamais. Quelle étrange condition que la sienne. Cette étrange condition crée une anxiété permanente. Françoise exerce un pouvoir immense,
Mais ce pouvoir est totalement révocable. Il dépend uniquement du bon vouloir du roi. Un matin, Louis peut se réveiller et décider que tout est fini, sans explication, sans recours. Et Françoise retombera dans le néant d'où elle vient. C'est cette précarité qui la ronge, cette incertitude qui la terrorise. Parce que le pouvoir sans titre, c'est du sable qui glisse entre les doigts. On croit le tenir, mais il peut disparaître à tout moment. Et Louis XIV, lui, est obsédé par le contrôle. Non seulement le contrôle de son royaume, de ses courtisans, de ses ministres, mais aussi le contrôle absolu de Françoise. Il veut savoir tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. Il scrute ses moindres gestes, il analyse ses moindres paroles. Et quand quelque chose lui déplaît, il punit. Pas par la violence, par le silence. En 1687, Madame de Maintenon écrit une lettre à son frère Charles d'Aubigné, exilé en Amérique. Dans cette lettre, elle se plaint discrètement de sa fatigue, de son isolement à Versailles. Rien de grave, juste quelques mots d'épuisement. Mais Louis XIV fait intercepter la correspondance avant son envoi. Il lit la lettre et il convoque Françoise. Il ne crie pas, il ne s'énerve pas. Il lui tend simplement la lettre et dit d'une voix glaciale « Vous êtes fatiguée de moi, madame ». Françoise panique. Elle nie, elle explique, elle supplie, elle jure que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Mais Louis ne répond pas. Il la regarde avec froideur, puis il se détourne. Et pendant 3 jours entiers, il ne lui adresse plus la parole. 3 jours d'angoisse absolue. 3 jours où Françoise ne sait plus si elle est encore dans les grâces du roi ou si sa disgrâce a commencé. 2 ans plus tard, en 1689, une autre scène révèle la jalousie maladive du roi. Lors d'une conversation anodine, Madame de Maintenon évoque avec nostalgie ses années auprès de Madame de Montespan, lorsqu'elle éduquait les enfants du roi. C'était une époque plus simple, dit-elle, une époque où elle avait moins de responsabilités. Louis interprète immédiatement cette nostalgie comme une critique. Il la regarde avec dureté et dit « Vous regrettez le temps où vous n'étiez que gouvernante ? Je peux arranger cela. » Nouvelle terreur. Françoise comprend que chaque mot, chaque souvenir peut être retourné contre elle. Même un moment de nostalgie innocente devient une menace. Parce que Louis XIV ne supporte pas qu'elle ait eu une vie avant lui. Il ne supporte pas qu'elle puisse penser à autre chose qu'à lui. Et le contrôle ne s'arrête pas là. En 1694, Madame de Maintenon se lie d'amitié avec Madame de Dangeau, une dame de la cour intelligente et cultivée. Les 2 femmes passent du temps ensemble. Elles parlent, elles rient. Pour la première fois depuis longtemps, Françoise a une confidente. Mais Louis XIV remarque leur complicité, et ça lui déplaît. Sans un mot d'explication, il ordonne à Madame de Dangeau de quitter Versailles et de retourner sur ses terres, immédiatement. Pas de discussion, pas de négociation. Françoise perd sa seule amie, et elle comprend le message. Personne ne doit être plus proche d'elle que le roi lui-même. Louis veut qu'elle soit totalement dépendante de lui, qu'elle n'ait personne d'autre vers qui se tourner, qu'elle soit seule face à lui. C'est une stratégie d'isolement parfaite. Et elle fonctionne. Madame de Maintenon devient de plus en plus solitaire, de plus en plus repliée sur elle-même, de plus en plus prisonnière de cet homme qui dit l'aimer, mais qui la contrôle comme on contrôle une possession. Parce que pour Louis XIV, Françoise n'est pas une épouse, elle est un objet précieux, certes, mais un objet qu'il peut manipuler, surveiller, punir à volonté. Et Françoise le sait, elle le sent chaque jour, dans chaque silence, dans chaque regard froid, dans chaque punition invisible. À partir de 1685, quelque chose change à Versailles. Louis XIV vieillit, il a 47 ans, les guerres s'accumulent, les défaites commencent, et le roi, autrefois flamboyant, devient de plus en plus religieux, de plus en plus austère, de plus en plus obsédé par son salut éternel. Et cette transformation religieuse, il l'impose à toute la cour.
mais surtout à Madame de Maintenon, parce qu'elle doit incarner cette nouvelle dévotion. Elle doit être irréprochable, pure, vertueuse, un modèle de piété pour tout le royaume. Françoise est déjà croyante, elle prie régulièrement, elle lit les Écritures. Mais maintenant, la religion devient une prison supplémentaire. Louis scrute ses prières, il surveille ses lectures, il contrôle ses aumônes, il vérifie qu'elle assiste à toutes les messes, à tous les offices, à toutes les cérémonies religieuses. Madame de Caylus, la nièce de Madame de Maintenon, témoigne de cette époque dans ses souvenirs écrits en 1720. Elle raconte « Ma tante vivait dans une austérité extrême, non par choix, mais parce que le roi l'exigeait. Il voulait une épouse irréprochable devant Dieu et devant la cour. Elle n'avait plus le droit de rire, de danser, de chanter. Tout plaisir lui était suspect. Tout plaisir lui était suspect. Ces mots résonnent comme une condamnation. Françoise ne peut plus être elle-même. Elle doit être la version idéalisée que Louis XIV a construite dans sa tête. La sainte femme, la pieuse épouse, celle qui rachète les péchés de jeunesse du roi. Et pour prouver sa dévotion, Françoise fonde en 1686 la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, une école pour jeunes filles nobles mais pauvres, un projet magnifique, généreux, visionnaire, mais qui devient aussi une vitrine de sa vertu contrôlée. Louis XIV surveille tout, le programme éducatif, les professeurs, les élèves, même les prières des jeunes filles sont supervisées par le roi. Saint-Cyr devrait être un refuge pour Françoise, un endroit où elle peut s'échapper de Versailles, respirer, être elle-même. Mais même là, elle reste sous le regard constant du roi. Même là, elle n'est pas libre. La religion, au lieu d'être un réconfort, devient un instrument de contrôle supplémentaire. Louis utilise la foi comme une chaîne invisible. Françoise doit être parfaite, toujours, sans faille, sans faiblesse, parce que le moindre écart serait interprété comme un péché, et le roi ne pardonne pas les péchés. Et puis viennent les années de guerre. À partir de 1695, la France s'enlise dans des conflits terribles. La guerre de la Ligue d'Augsbourg dévaste le royaume. Les caisses de l'État se vident, les récoltes sont mauvaises, le peuple souffre, les soldats meurent par milliers. Et à Versailles, l'atmosphère devient de plus en plus sombre. Louis XIV vieillit mal. Il devient irritable, imprévisible, colérique. Ses douleurs physiques s'aggravent, ses insomnies se multiplient. Et quand le roi souffre, tout le monde souffre avec lui. Surtout Madame de Maintenon, parce que c'est elle qui doit supporter ses humeurs. C'est elle qui doit l'écouter se plaindre pendant des heures. C'est elle qui doit le consoler, le rassurer, le distraire. Mais elle n'a droit à aucune reconnaissance, aucune gratitude, juste des exigences de plus en plus lourdes. Et Louis utilise de plus en plus le silence comme arme. Dans ses lettres à Saint-Cyr, Madame de Maintenon décrit comment le roi peut rester des jours, parfois des semaines, sans lui parler vraiment. Il lui donne des ordres, il lui fait des reproches. Mais il ne lui parle plus comme à une épouse, il lui parle comme à une servante. En 1701, elle écrit à Madame de Glapion, une amie de Saint-Cyr, « Le roi ne me bat pas, ne me crie pas dessus, il me glace. Son silence est pire que 1000 reproches. Je vis dans l'incertitude perpétuelle de savoir si je lui plais encore ou si je l'ennuie déjà. » Cette phrase révèle toute l'horreur de sa situation. Françoise ne sait jamais où elle en est. Le roi ne lui dit rien. Il la laisse dans l'angoisse permanente. C'est une torture psychologique, lente, invisible, mais dévastatrice. Les années passent. 1702, 1703, 1704. Françoise vieillit. Elle a mal au dos. Ses migraines deviennent chroniques. Elle dort de moins en moins. Mais elle ne peut pas se plaindre, parce que le roi, lui aussi, souffre. Et sa souffrance à lui est toujours plus importante que celle de Françoise. En 1705, épuisée, malade, Madame de Maintenon envisage l'impensable. Elle pense à demander au roi la permission de se retirer à Saint-Cyr, de vivre ses dernières années en paix,
loin de Versailles, loin de cette prison dorée. Elle rédige une lettre. Plusieurs fois, elle choisit ses mots avec soin. Elle explique sa fatigue, sa santé fragile, son besoin de repos. Mais chaque fois, elle déchire la lettre, parce qu'elle sait que Louis XIV interpréterait ce désir de liberté comme une trahison, comme un abandon, comme la preuve qu'elle ne l'aime plus. Et Françoise ne peut pas prendre ce risque, parce que la colère du roi serait terrible, pire que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Le marquis de Dangeau, dans son journal, écrit en 1706, observe Madame de Maintenon avec tristesse. Il note « Madame de Maintenon est devenue l'ombre d'elle-même. Elle accomplit ses devoirs avec une résignation qui ressemble à du désespoir. » Une résignation qui ressemble à du désespoir. Ces mots décrivent parfaitement ces années. Françoise a abandonné tout espoir de liberté. Elle sait qu'elle restera prisonnière jusqu'à la fin, prisonnière d'un amour qu'elle ne peut fuir, d'un mariage qu'elle ne peut révéler, d'un roi qu'elle ne peut quitter. 1710, Louis XIV a 72 ans, Madame de Maintenon en a 75. Ils sont vieux tous les deux, fatigués, usés par les décennies de pouvoir, de guerre, de deuil. Mais leur relation n'a pas changé. Louis contrôle toujours, Françoise obéit toujours. Le roi vieillit, mais sa domination reste intacte. Les dernières années du règne sont sombres. La guerre de succession d'Espagne dévaste l'Europe. Les caisses du royaume sont vides. Les défaites militaires s'accumulent. Le peuple meurt de faim. L'hiver de 1709 est terrible. Des dizaines de milliers de Français meurent de froid et de famine. À Versailles, on entend les cris de détresse qui montent de Paris. Mais Louis XIV refuse de céder. Il refuse de faire la paix. Il refuse d'admettre la défaite. Et Madame de Maintenon, comme toujours, doit le soutenir. Elle doit approuver ses décisions. Elle doit le réconforter quand les nouvelles du front sont catastrophiques. Elle doit rester forte alors qu'elle-même s'effondre de fatigue. Et puis viennent les deuils. En 1711, le grand dauphin, fils aîné de Louis XIV, meurt subitement. L'année suivante, en 1712, c'est le duc de Bourgogne, petit-fils du roi et héritier du trône, qui meurt avec sa femme et leur fils aîné. En quelques mois, 3 héritiers directs disparaissent. La famille royale est décimée. Louis XIV est anéanti. Il perd ses repères. Il vieillit brutalement. Ses douleurs physiques deviennent insupportables. Ses jambes le font souffrir. Ses insomnies empirent. Il devient de plus en plus difficile, de plus en plus exigeant, de plus en plus tyrannique. Et c'est Madame de Maintenon qui absorbe toute cette douleur. C'est elle qui doit être présente, nuit et jour. C'est elle qui doit écouter ses plaintes. C'est elle qui doit calmer ses angoisses. Mais jamais, jamais, Louis ne reconnaît ce qu'elle fait pour lui. Jamais, il ne la remercie. Jamais, il ne lui dit qu'il a besoin d'elle. Au contraire, il devient jaloux. Jaloux de Saint-Cyr. Jaloux du temps qu'elle passe avec les jeunes filles de son école. Jaloux de ses lettres. Jaloux de ses prières. Il veut qu'elles soient uniquement à lui, tout le temps, sans exception. En 1713, Françoise écrit à l'abbesse de Saint-Cyr « Le roi ne supporte plus que je m'absente, même pour quelques heures. Il me veut près de lui constamment. Je suis prisonnière de sa vieillesse, comme j'ai été prisonnière de sa force, prisonnière de sa vieillesse. » Ces mots résument les dernières années. Louis s'accroche à Françoise, comme un homme qui se noie s'accroche à une bouée. Il a peur de la mort, peur de la solitude, peur de l'enfer. Et Françoise est la seule personne qui peut le rassurer, la seule qui peut lui promettre le salut. Mais cette responsabilité écrase Françoise. Elle n'en peut plus. Elle a 78 ans. Elle est épuisée, malade. Elle voudrait se reposer. Elle voudrait prier en paix. Elle voudrait juste dormir, sans être réveillée par les cauchemars du roi. Mais elle ne peut pas partir. Jamais. Août 1715.
Louis XIV tombe gravement malade. Une gangrène se développe sur sa jambe gauche. Les médecins tentent tout. Ils appliquent des remèdes, ils font des incisions, ils prient. Mais la gangrène se propage. L'odeur de la chair pourrie envahit les appartements royaux. Le roi agonise lentement. Pendant ces semaines terribles, Madame de Maintenon reste à son chevet, jour et nuit. Elle ne dort presque pas. Elle le veille. Elle prie avec lui. Elle lui tient la main. Elle est là, comme elle a toujours été là, pendant 32 ans. Et même mourant, Louis XIV continue de la contrôler. Quelques jours avant sa mort, il la fait venir près de lui. Il lui parle d'une voix faible mais ferme, et il lui fait promettre une dernière chose. Il lui fait promettre de ne jamais révéler leur mariage. Jamais, même après sa mort, même quand elle sera libre. Il veut que ce secret reste enfoui pour l'éternité, parce que même mort, il veut contrôler son image. Il veut que l'histoire retienne le roi Soleil glorieux. Pas le vieillard qui a épousé secrètement une ancienne gouvernante. Et Françoise promet. Encore une fois, elle obéit. Encore une fois, elle renonce à sa propre dignité pour satisfaire la volonté du roi. Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV meurt. Il a régné pendant 72 ans, le règne le plus long de l'histoire de France, un règne de gloire, de conquête, de faste, mais aussi de contrôle, de surveillance, de domination. Madame de Maintenon est présente au moment de sa mort. Elle le regarde s'éteindre, et quand c'est fini, quand le roi ne respire plus, elle reste immobile, silencieuse, incapable de pleurer, incapable de ressentir quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, elle écrit à Madame d'Aumale « Le roi est mort ce matin à 8h15. Je suis libre enfin. Mais cette liberté me fait peur. Pendant 32 ans, j'ai vécu pour lui, par lui, sous son regard. Qui suis-je maintenant qu'il n'est plus là ?» Cette question terrible résume toute sa vie. Françoise a été définie par Louis XIV pendant si longtemps qu'elle ne sait plus qui elle est sans lui. Elle est libre, mais cette liberté ressemble à un vide, à une absence, à un vertige. Le roi est mort. Versailles bascule immédiatement dans le chaos. Les courtisans se pressent auprès du nouveau roi, Louis XV, un enfant de 5 ans. Les ministres se disputent le pouvoir. Les favorites d'hier disparaissent. Les alliances se refont. C'est la loi de Versailles. Dès qu'un roi meurt, tout change. Et Madame de Maintenon, elle, s'en va, immédiatement. Le jour même de la mort du roi, elle quitte Versailles, sans un regard en arrière, sans prendre congé de la cour. Elle monte dans sa voiture et part pour Saint-Cyr. Pour toujours. Elle refuse toute pension royale. Elle refuse tout honneur. Elle refuse toute reconnaissance. Le régent, Philippe d'Orléans, lui propose de rester à la cour, de garder ses appartements, de conserver son influence. Mais Françoise refuse tout. Elle veut disparaître. Elle veut oublier. Elle veut juste être en paix. À Saint-Cyr, elle s'installe dans une petite chambre simple. Pas de luxe, pas de dorure, pas de miroir. Juste un lit, une table, une chaise, un crucifix. Elle impose à elle-même une discipline quasi militaire. Levée à 5 heures du matin, prière, silence, solitude. Elle mange peu, elle dort peu, elle parle peu. C'est troublant, parce que même libre, elle reproduit inconsciemment le rythme que Louis XIV lui avait imposé pendant 32 ans. Comme si elle ne savait plus vivre autrement, comme si la prison était devenue sa nature. Les jeunes filles de Saint-Cyr l'observent avec curiosité. Elles savent qui elle est. Elles savent qu'elle a été proche du roi. Mais elles ne comprennent pas pourquoi elle semble si triste. Pourquoi elle pleure parfois la nuit. Pourquoi elle sursaute quand on frappe à sa porte. Une élève de Saint-Cyr, dans des mémoires anonymes, écrits en 1718, témoigne « Madame de Maintenon nous parlait rarement du roi, mais parfois, la nuit, nous l'entendions pleurer dans sa chambre. Elle murmurait des mots que nous ne comprenions pas. Elle semblait avoir peur encore. Mais de quoi, puisque le roi était mort? De quoi avait-elle peur?
C'est la question qui hante les dernières années de Françoise. Louis est mort, elle est libre. Pourtant, elle reste terrorisée, parce que 32 ans de contrôle ne s'effacent pas en quelques mois. 32 ans de surveillance permanente laissent des traces, des blessures invisibles, des réflexes de peur qui ne disparaissent jamais complètement. Françoise a été conditionnée, programmée. Elle a appris à anticiper les réactions du roi, à peser chaque mot, à contrôler chaque geste, à vivre dans l'hypervigilance constante. Et même mort, Louis XIV continue de la hanter. Elle entend sa voix, elle sent son regard, elle imagine son silence glacial. C'est ça, le véritable héritage du roi Soleil sur Madame de Maintenon. Pas la gloire, pas le pouvoir, mais la terreur qui reste gravée dans l'âme longtemps après que le tyran a disparu. Pourquoi cette peur a-t-elle existé? Pourquoi Madame de Maintenon, épouse secrète du roi le plus puissant d'Europe, a-t-elle vécu dans la terreur pendant 32 ans? Parce que Louis XIV incarnait un pouvoir absolu, sans limite. Même son épouse secrète n'échappait pas à sa surveillance totale. Françoise vivait dans un état policier à l'échelle d'un couple. Chaque mot était surveillé, chaque geste était analysé, chaque pensée était devinée. Parce que Madame de Maintenon n'avait aucun statut protecteur, elle n'était pas reine officiellement, elle ne bénéficiait d'aucune protection juridique, d'aucun rang reconnu. Sa position dépendait uniquement de la volonté du roi. Une disgrâce pouvait survenir à tout moment, sans recours, sans appel, parce que Françoise avait vu le sort des favorites déchues, Louise de la Vallière exilée, Madame de Montespan humiliée, la duchesse de Fontanges morte mystérieusement. Elle savait que même l'amour du roi n'était jamais définitif, jamais garanti. Et parce que Louis XIV pratiquait une forme de domination psychologique redoutable, le silence punitif, la jalousie rétrospective, la surveillance constante, l'isolement programmé. Françoise vivait dans un état d'hypervigilance permanente. Elle ne savait jamais si elle était encore aimée ou si sa disgrâce approchait. Cette histoire dépasse l'anecdote historique. Elle révèle la fragilité de toutes les positions de pouvoir informelles. Madame de Maintenon possédait une influence immense, mais sans reconnaissance officielle, elle restait vulnérable. Son histoire illustre comment les femmes, même proches du pouvoir, ont souvent été maintenues dans des positions précaires, dépendantes du bon vouloir masculin, sans sécurité, sans protection. Elle révèle aussi la solitude des figures historiques. Derrière les images officielles, le roi Soleil glorieux, Madame de Maintenon pieuse et sereine, se cachent des êtres humains fragiles, anxieux, prisonniers de leur propre légende. Elle révèle enfin le prix humain de Versailles. Le faste du palais reposait sur des vies brisées, des dignités sacrifiées, des peurs quotidiennes, même au sommet de la pyramide, même mariée au roi. Une femme pouvait vivre dans la terreur. Avril 1719, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV, meurt à 83 ans. Elle s'éteint doucement à Saint-Cyr, entourée des jeunes filles qu'elle a tant aimées. Ses derniers mots, rapportés par l'abbesse, sont simples et déchirants. « Enfin, je ne crains plus personne. Enfin libre. Enfin en paix. Après 83 ans de vie, dont 32 passés dans la peur. » Le registre des décès de Saint-Cyr note sobrement « Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, marquise de Maintenon. Même dans la mort, le secret a été gardé. Même dans la tombe, elle est restée invisible. Jamais reine, jamais reconnue. Juste une ombre qui a traversé l'histoire en silence. Madame de Maintenon a vécu dans la peur du roi Soleil, parce qu'elle était prisonnière d'un amour qui ressemblait à une sentence, parce qu'elle avait épousé un homme qui confondait amour et contrôle, parce qu'à Versailles, même au cœur du pouvoir, l'humanité fragile demeurait, vulnérable, angoissée, prisonnière.